Dès le début de cette édition, nous ferons un tour à l'école de la citoyenneté où les participants étaient face à 3 membres du gouvernement. Ce jeudi, des échanges sur le rôle et la place des différents départements ont été évoqués aux élèves. La ministre de la Santé et du Développement social a remis des vivres et des non-vivres aux sinistrés des inondations de Kaya, des dons estimés à 200 millions de francs CFA. Et le ministre de l'Agriculture s'est rendu à Bougouni, Sikasso et Koutiala pour voir l'état des champs, des zones frappées par les inondations. Il a aussi apporté le soutien des autorités aux sinistrés. Donald Trump, élu président, il a raflé le vote des grands électeurs et regagne une fois de plus la Maison-Blanche. Le portrait de l'homme au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1, direction École de la citoyenneté, où 3 membres du gouvernement ont partagé avec les jeunes les grandes réformes au niveau de leur département. Il s'agit du ministre en charge de la communication, celui en charge de la refondation et du ministre en charge de la fonction publique. Des échanges fructueux appréciés par les apprenants, c'est ce que nous dit notre reporter Abdulkarim Kaba. Au 7e jour des activités de la 2e cohorte de l'initiative à l'école de la citoyenneté, les ministres Alhamdou Ag Ilien, Ibrahim Ikassa Maïga et Fassou Koulibaly ont eu des échanges directs et francs avec les jeunes du Mali. D'abord, dans le domaine de la communication et de l'économie numérique. Alhamdou Ag Ilien dira que les jeunes ont un grand rôle à jouer dans la refondation du Malikoura avec l'évolution des nouvelles technologies. Les questions relatives à la carte professionnelle, l'identification des cartes SIM, la digitalisation de l'administration ont été les sujets abordés. J'ai beaucoup mis en garde contre les dérapages de la cybercriminalité, n'est-ce pas? Et puis de la cybersécurité également. Donc vous savez que nous avons aujourd'hui les moyens les plus efficaces en termes de communication, mais aussi les plus dangereux. Donc j'ai beaucoup conseillé et ceux qui sont dans la communication de respecter les règles de l'ontologie et de l'éthique. Pour celui en charge de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, la refondation est en marche. Et la tenue de cette initiative à l'école de la citoyenneté en est une parfaite illustration. Il faut que le jeune soit conscient de cela et qu'il sache qu'il est un acteur principal de ce processus. Il a des droits, certes, mais il a aussi des devoirs et il doit les comprendre ensemble pour les mettre en œuvre. Avec le ministre Fassou Koulibaly, les jeunes ont compris les différents types de contrats de travail et surtout le pacte social établi entre l'État et les travailleurs. L'assiduité, le respect du bien public, l'équité, la transparence sont des valeurs que tout travailleur, qu'il soit du secteur public ou du secteur privé, doit effectivement s'approprier. Parce que c'est en cela que l'on peut développer notre pays. Si ces échanges, si on pouvait avoir 1000, 2000, 3000, que ceux qui ont entendu ça aujourd'hui puissent être démultipliés, mais je pense qu'on aurait réglé une partie des problèmes de notre société. Bâtir un citoyen nouveau, donc un Mali d'Inkoura, tel est l'objectif des autorités de la transition. Et la défense de la patrie est au cœur de cette refondation. C'est pourquoi tout le monde s'attelle en ce qui le concerne pour jouer sa partition. 3 dossiers majeurs sont sur la table à la réunion périodique du Conseil national du crédit de la BCEAO. Il s'agit de l'étude d'une assurance agricole, le financement par le secteur privé des initiatives innovantes et la problématique du financement de l'économie nationale. Plus de détails avec Boubacar Bablin Touré. Sur la table des membres du Conseil national du crédit de la BCEAO, 3 dossiers importants à débattre. Le premier est relatif à l'étude d'une assurance agricole. Nous savons aujourd'hui que dans le Sahel, les questions de calamités naturelles se présentent de plus en plus dans nos pays, que ce soit les inondations, les criquets, les sauterelles, etc. Donc il s'agit pour nous de plus en plus d'envisager sérieusement comment assurer une assurance qui puisse permettre aux agriculteurs, en cas de calamité, donc d'être couverts pour qu'ils puissent avoir des ressources nécessaires pour compenser les pertes de récolte. Donc il y a les termes de référence de cette étude qui ont été discutés aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler, de voir comment on peut mettre une structure fiable, capable donc d'assurer donc le financement donc de cette assurance. Quant au deuxième dossier, il a trait au financement par le secteur privé des initiatives innovantes. Nous savons que l'innovation est un élément important, c'est le 4e facteur de production.
Aujourd'hui, quand on parle de digitalisation, quand on parle de toutes ces techniques, toutes ces technologies qui permettent donc d'améliorer la rentabilité et la productivité, donc c'est ce qu'on appelle l'innovation. Donc on veut que le secteur privé puisse s'intéresser à ça et puisse financer donc la recherche et l'innovation. Le dernier point traite la problématique du financement de l'économie nationale. Une économie qui fait face actuellement à une augmentation du crédit et une diminution des ressources. Il s'agissait d'expliquer les causes de ce phénomène et de voir comment s'ajuster et comment faire pour qu'on puisse en tout cas inverser cette tendance. Nous avons rappelé toutes les réformes que l'État a mises en œuvre qui vont permettre très certainement dans les années à venir, déjà à partir sûrement de 2025, comment ces réformes peuvent avoir un impact important, notamment la réforme du code minier qui oblige aujourd'hui de rapatrier la totalité des recettes, donc qui se chiffrent à des milliers de milliards de francs CFA. Donc toutes choses qui constituent des ressources importantes qui vont tourner au sein du secteur bancaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et le ministre Sanou d'exhorter le premier responsable de la BCEAO à maintenir la dynamique de cette réunion périodique pour plus de réflexion sur les difficultés du moment en ce qui concerne l'économie de notre pays. Lancement ce matin d'une nouvelle offre de la BNDA dénommée Agriculture Prospère. Il s'agit d'une gamme de produits financiers agricoles destinés aux interprofessions agricoles. L'offre devra contribuer à améliorer la compétitivité et la durabilité des organisations agricoles et les petites entreprises rurales. Bokari Koulibaly, reportage. Signature de contrat cadre entre la BNDA et les interprofessions des filières agricoles. Une collaboration qui annonce une nouvelle ère dans le développement du secteur agricole malien à travers une offre dénommée Agriculture Prospère. L'offre Agriculture Prospère se décline en une nouvelle gamme de produits financiers agricoles très variés, intégrés et adaptés. Et cette offre vise à renforcer la compétitivité et la durabilité des exploitations agricoles. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir notre propre souveraineté. Et les consultants aussi, ça fait près de 1 an et demi qu'on a travaillé ensemble. Et il faut dire qu'aujourd'hui, ce travail n'est pas fait derrière nous. L'offre Agriculture Prospère entend toucher 15 000 producteurs et entreprises agricoles rurales. Elle est rendue possible grâce à l'accompagnement financier de la République fédérale d'Allemagne. L'offre Agriculture Prospère a été conçue par la BNDA et soutenue par la République fédérale d'Allemagne à travers la Banque allemande de développement KfW à hauteur de 17 milliards de francs CFA. En plus, la KfW offre également une assistance technique pour les services bancaires de masse et des financements durables. Cette première phase de signature du partenariat concerne 4 filières vivrières, à savoir le riz, le maïs, le blé et les cultures maraîchères. Le secteur agricole, c'est à peu près 75% de nos populations, 45% du PIB. Donc le secteur agricole joue un rôle extrêmement important au développement économique et social de notre pays. Et c'est pourquoi la contribution de la BNDA pour assurer le financement de ce secteur est une innovation majeure pour apporter la stabilité, la durabilité, mais aussi assurer l'innovation au niveau du secteur agricole. Ce partenariat, j'en suis sûr, va permettre de renforcer la compétitivité et la durabilité des organisations paysannes agricoles. Cela permettra également d'accroître leur productivité et leurs revenus, en particulier les femmes et les jeunes. Contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays en soutenant le développement des principales filières vivrières en République du Mali. Créée en 1981, la BNDA œuvre depuis cette date au développement du monde paysan. Cette offre qui est ainsi lancée témoigne l'engagement de l'institution financière à apporter des solutions adaptées aux besoins des producteurs agricoles et entreprises rurales. À noter également qu'au cours de la cérémonie, le directeur général de la Banque nationale de développement agricole BNDA a annoncé l'accréditation de la BNDA au Fonds vert climat. Parlons également de ce programme gouvernemental pour faciliter l'insertion et la réinsertion des migrants de retour. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a lancé ce matin les travaux du dit programme. Leurs besoins seront recensés afin de trouver des solutions durables. Reportage à Youssouf Diakité et Aloubé Koni.
Ils sont 40 migrants de retour à bénéficier de ces financements des projets d'insertion et de réinsertion des migrants. Le coût total du financement s'élève à 100 millions de francs CFA entièrement financés par le gouvernement du Mali. C'est le lieu pour moi de remercier le ministère des Maliens établis à l'extérieur qui, depuis très longtemps, accompagne les migrants de retour et les migrants potentiels, qui a su, dans le cadre de la sensibilisation de l'information, intégrer les communautés elles-mêmes, impliquer les chefs coutumiers, les leaders religieux, les associations des femmes. Cet appui nous permet de commencer une nouvelle étape après le retour au pays d'une migration qui n'a pas été facile pour bon nombre d'entre nous. L'Organisation internationale pour les migrations appuie depuis de longues années les gouvernements du Mali dans la promotion de la migration régulière. Le Mali est l'un des premiers pays de retour des migrants où l'OIM a fourni des services à l'arrivée et à la réintégration. Sous le leadership du gouvernement, je voudrais réaffirmer l'engagement de mon organisation à poursuivre son soutien au gouvernement pour garantir une réintégration durable dans une approche qui se veut quelquefois innovante et adaptée pour répondre aux défis émergents. En mettant ce projet en route, il s'agit pour les autorités du Mali de réduire considérablement les candidats à l'immigration clandestine. Grâce à la volonté des plus hautes autorités de notre pays, nous avons pu mobiliser au niveau du budget national un montant de 100 millions de francs CFA pour accompagner les projets portés par les migrants de retour, mais également des candidats à la migration, ou renforcer les capacités de projets portés par d'autres migrants qui ont été accompagnés par le passé. C'est une étape extrêmement importante dans le travail que nous faisons au quotidien pour la lutte contre la migration irrégulière, l'accompagnement des migrants de retour. Pour arriver à bout du phénomène, dit-il, il faut une véritable conjugaison des efforts de l'ensemble des acteurs et à tous les niveaux. L'association Irganda apporte son soutien aux victimes des inondations de certaines localités de la région de Gao. Elle a remis un chèque de 10 millions de francs CFA et autres matériels à la ministre de la Santé et du Développement social. Nous restons avec Youssouf Diakité et Alou Bekoni. À travers ce don destiné aux populations de Bourem, Gao, Ansongo, l'association Irganda matérialise son attachement aux idéaux de solidarité nationale vulgarisés par le gouvernement du Mali. Le don en question est remis symboliquement ici au ministre de la Santé et du Développement social. Nous sommes fiers de remettre aux victimes des inondations à travers nos autorités que vous êtes et que vous représentez ici une enveloppe de 10 millions de francs CFA, matériel composé de 10 lits d'une valeur de 4 millions chacun, de 2 cartons de médicaments d'une valeur de 1 500 000 francs CFA, plusieurs lots composés d'habits, de couvertures, de moustiquaires, de chaussures pour enfants. Les membres du gouvernement apprécient cette initiative salvatrice qui épouse la démarche des autorités dans le combat contre l'exclusion. Un sentiment de satisfaction et de fierté de voir que le Mali, comme on l'a toujours dit, c'est un pays de solidarité, un pays où les gens pensent les uns aux autres. C'est la preuve que l'association Irganda vient de nous démontrer cet après-midi avec la remise de ce chèque et tous ces médicaments, ces lits et ces habits. Et féliciter les femmes et féliciter tous les membres de Irganda pour l'effort qu'ils ont fourni et leur rassurer que les bénéficiaires recevront ces dons-là. Appel est donc lancé aux autres associations d'emboîter le pas de l'association Irganda, dont l'une des missions principales est d'assurer le bien-être de la population. Je le disais dans les titres, remise de vivres et de non-vivres aux personnes sinistrées des inondations survenues pendant l'hivernage à Caille par la ministre de la Santé et du Développement social, un don estimé à plus de 200 millions de francs CFA afin de soulager les besoins de plusieurs ménages sinistrés. Reportage Kansoutou Kanouté.
Après les inondations qui ont affecté plusieurs familles dans la région de Kayes, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Santé et du Développement social, apporte sa compassion aux personnes sinistrées. Ce sont les bras chargés de vivres et de non-vivres que Madame la ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assaba Diallo Touré, est arrivée dans la cité des Rails ce jeudi, d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. Après les régions de Ségou, Abla et Massina, Mopti à Sofara, Djoïla, nous sommes très heureux aujourd'hui d'être à Kayes, la capitale des Rails. Pour tout d'abord, transmettre les salutations du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, du Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, et de l'ensemble des membres du gouvernement, aux populations de la région de Kayes, et le message de compassion et de solidarité aux personnes sinistrées dans la région, du fait des inondations ou autres sinistres. Nous sommes également porteurs de la solidarité envers les populations affectées à travers un appui alimentaire et non alimentaire composé de 48 tonnes de riz, 20 tonnes de mil, 136 bidons d'huile, 470 abris, 100 kits NFI, 136 kits ménage, des médicaments et consommables, l'assistance en cash transfert à 1843 ménages sinistrés pour un montant de 116 543 690 CFA, des kits scolaires, des kits de dignité. Recevant ces dons, les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à leurs bienfaiteurs. Depuis que nous avions été inondés par des eaux de pluie occasionnant beaucoup de dégâts matériels et de pertes en vies humaines, nos autorités sont restées à nos côtés. Nous les remercions pour ces dons, qu'Allah les bénisse. Je suis un gouverneur très comblé ce matin de recevoir ces kits alimentaires et de vivres et non-vivres au profit de nos populations sinistrées. Et dire au ministre de la Santé que ces dons que nous venons de recevoir seront très bien gérés et iront directement aux populations concernées, aux populations sinistrées. Suite aux hautes instructions du président de la transition, chef de l'État, le général Assimi Goïta, qui a ordonné donc la déclaration de l'état de catastrophe nationale, suite auquel le gouvernement est en ordre de bataille pour venir en aide partout où des besoins aux sinistrés des inondations. Cette aide s'est exprimée partout où les inondations ont été constatées, où ils ont fait des sinistrés et des victimes. Donc je peux dire ici que l'État est intervenu partout et les partenaires ont accompagné, et c'est comme ça que ça doit être. C'est d'abord le rôle de l'État. Avant de demander de l'aide de nos amis, nous devons nous-mêmes déjà nous mobiliser, et c'est ce qu'on fait. L'année dernière, le Canada a contribué près de 11 millions de dollars en assistance humanitaire au Mali, et on vient d'annoncer tout récemment près de 1 million de dollars au Mali et au Niger pour répondre aux inondations durant la dernière saison de l'hivernage. Donc c'est plus de 400 millions de francs CFA pour les réponses aux inondations au Mali et au Niger. C'est donc tout naturellement pour nous et l'ensemble de la communauté des Nations Unies et la communauté humanitaire une occasion de réitérer notre entière solidarité, la solidarité du système des Nations Unies envers le peuple malien, les autorités maliennes et plus particulièrement envers la population de Kayes en ces temps extrêmement difficiles. Rappelons que la région de Kayes a enregistré 15 cas d'inondation affectant 792 ménages composés de 6 273 personnes sinistrées, dont 6 cas de décès. Et cet exercice du ministre de la Santé et du Développement social dans la Cité des Rails s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Et fin de 3 jours de mission conduite par le ministre de l'Agriculture dans les régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala. Le ministre s'est rendu sur le terrain pour voir la situation de la campagne agricole dans ces différentes localités touchées par des inondations. Occasion pour lui d'apporter aux sinistrés la compassion de l'État à travers la distribution de vivres. Al Jumatina et Adaman Kamara.
Le ministre de l'Agriculture, accompagné du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, ainsi que le PDG de la CMDT, durant 3 jours, a sillonné certaines zones de production affectées par les inondations dans les régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala. La visite a ainsi été l'occasion pour le ministre de l'Agriculture de mesurer l'ampleur des dégâts et d'échanger avec les exploitants agricoles sur d'autres alternatives. J'ai constaté qu'à Bougouni, c'est moins de 1% des superficies emblavées qui sont concernées. Bon, à Sikasso, c'est à peu près dans la même fourchette. Et à Koutiala aussi, sur l'ensemble des superficies, on a 30 300 hectares qui sont concernés. Donc ça, c'est à peu près moins de 1% aussi. Et le constat général, c'est que c'est surtout les bas-fonds. On a des situations très mitigées, des champs inondés perdus complètement, des champs inondés partiellement perdus et donc des champs avec le retrait de l'eau sur lesquels on peut récolter peut-être 20-30% et une terre suffisamment gorgée d'eau qui nous amène à réfléchir sur ce qu'il faut faire après la récolte. Lors de cette mission, les populations sinistrées ont pu compter sur la solidarité de l'État. Comme on l'a vu à Sikasso, à Bougouni, à Koutiala aussi, les pertes ont été importantes, même si cela n'affecte pas la qualité de la campagne agricole. Autant de ménages qui ont besoin de la solidarité d'abord locale, comme le gouverneur l'a dit, mais aussi de l'appui de l'État. Et c'est dans ce sens que s'inscrivent donc les mises à disposition des céréales qu'on a fait un peu partout. Certes, la compassion a été manifestée, mais les opportunités derrière ces sinistres ont été aussi identifiées et les informations et conseils ont été donnés en la matière. Aussi, l'UNFPA et ses partenaires viennent en aide à 700 femmes et filles sinistrées de la région de Ségou. Des kits de dignité et des tentes d'abri leur ont été offerts. Reportage Amidou Diallo et Bakary Traoré. Ces kits de dignité sont destinés à 700 femmes et filles touchées par les inondations dans la région de Ségou. C'est une assistance de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population et ses partenaires. Nous sommes très contentes d'avoir ces kits de dignité. Ça va beaucoup amoindrir nos souffrances. l'UNFPA apporte un soutien déterminant aux politiques nationales et aux programmes étatiques conformément à son mandat. Et s'engage à soutenir les efforts du gouvernement de la République du Mali pour soutenir les populations vulnérables, notamment celles impactées par les pluies diluviennes. Ces dons financés à plus de 38 millions de francs CFA se situent dans le cadre du mois de la solidarité. Je voudrais donc à cette heureuse occasion remercier l'UNFPA et à travers elle Yeda Relief pour l'accompagnement et le soutien constant au développement économique et socio-sanitaire de notre pays, en particulier la région de Ségou. L'UNFPA demeure un partenaire clé dans la lutte contre la pauvreté à travers l'accomplissement des jeunes et l'autonomisation des femmes et filles. À noter que ces kits de dignité concernent les bénéficiaires des cercles de Ségou, Bla, Massina et Barouli. Dernière rencontre des membres du comité interministériel de gestion de crise et catastrophes ce jeudi 7 octobre 2024 dans les locaux du Centre de coordination et de gestion de crise. Cette réunion a permis de faire le bilan. On enregistre 370 442 sinistrés et 92 morts. Une occasion également pour les membres du comité de remercier les autorités et les partenaires pour les efforts consentis. Reportage d'Aouda Koni. Le Mali a connu une saison de pluie 2024 pas comme les autres, marquée par des inondations et de beaucoup de sinistrés. Activé depuis un moment, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes vient de mettre fin aux réunions du Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes, SECOGEC, en mode crise. Pendant cette période, le SECOGEC a enregistré 709 cas d'inondation, 370 442 personnes sinistrées. Malheureusement, 92 personnes ont perdu la vie. Ces données cette année, vraiment, ça a été un travail très technique. Donc vraiment, tout le monde a fait son mieux cette année à ce que vraiment cette crise-là soit cernée. Et il y a une assistance vraiment mutuelle,
vraiment par rapport aux personnes qui ont été victimes de cette inondation. Cette 14e réunion a été l'occasion de remercier les membres pour leur assiduité et les autorités pour les mesures prises. Il s'agit ici de la mise en œuvre des dispositions pratiques existantes à travers le pays pour gérer et circonscrire une contingence d'envergure nationale et qui est d'envergure majeure. Et pour ce faire, il y a lieu de remercier les plus hautes autorités pour leur engagement qui s'est traduit par l'atténuation de toute cette contingence sur la population, nos concitoyens. Pour rappel, la période d'activation du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes portait sur la période du 1er juin au 30 octobre 2024. Elle a connu une prolongation. C'est pourquoi la rencontre de ce jeudi 7 novembre constitue la dernière pour une saison exceptionnelle. Les actions en faveur des sinistrés continuent à Tombouctou. Ils ont reçu des vivres et des médicaments par le commandement de la 5e région de Tombouctou. Le compte-rendu est signé Idrissa Goulou Sissoko. Le commandement militaire de la 5e région, Tombouctou, poursuit ses actions civilo-militaires afin de venir en aide aux populations sinistrées. En effet, les populations bénéficiaires des dons en vivres sont celles de Andibomo, Kwena et Toya dans la commune d'Alafia qui sont victimes de la crue des eaux du fleuve Niger. C'est dire que ces appuis viennent au bon moment. 100 familles des 2 villages ont bénéficié de farine de spaghettis, d'huile de moustiquaire imprégnée et de torches solaires. Je suis satisfait par rapport à cette donation et en plus de ce geste après celui de Acharan, vraiment le maire que je suis, au nom de sédentaires et communautés nomades, je ne peux que remercier vivement les forces de défense et de sécurité pour ces donations. Notre présence ce matin vise à apporter une aide médicale suivie de distribution des vivres aux plus démunis. Cela permet de soulager la souffrance de nombreux malades, mais aussi connaître les besoins des populations. Cette action rentre dans le cadre des missions assignées par la hiérarchie militaire, à savoir raffermir la collaboration entre les FAMA et la population. En plus de cette donation, c'est près de 300 personnes qui ont été consultées et ont bénéficié de médicaments gratuits. La première activité qui est l'AMP, l'aide médicale aux populations, consiste à consulter les populations malades et à leur donner gratuitement des médicaments. Et la deuxième activité consiste à donner aux populations vulnérables, victimes de la montée des eaux, un kit composé de sacs de farine, d'huile, de torches, de moustiquaires. Donc, au profit de ces populations vulnérables du village de Toya. Avec ces actions civilo-militaires, le commandement de la 5e région militaire de Tombouctou instaure un lien de partenariat fécond avec les populations de la région, toutes choses qui participent du renforcement de la sécurité dans la région. Nous restons à Tombouctou et parlons toute autre chose à présent. Les forces vives de la région de Tombouctou ont manifesté leur reconnaissance aux autorités de la transition pour la promotion au grade de général d'armée de Assimi Goïta, président de la transition, et ses compagnons d'armes. Reportage à Yeya Tandina. Cette marée humaine est le fruit d'une mobilisation des grands jours que les forces vives de la région de Tombouctou ont réussi. L'objectif de ce rassemblement est de manifester leur satisfaction et soulagement suite à la promotion au grade de généraux des officiers à la tête de la transition en cours. Ces patriotes, venus à la place de l'indépendance, ont exprimé à travers des messages leur joie pour cette promotion méritée du général d'armée Assimi Goïta et ses compagnons d'armes. Nous, anciens combattants, venons vous témoigner de notre soutien, notre solidarité et notre accompagnement à nos femmes et à la transition. C'est l'occasion pour nous, Tombouctoutiens, de tous bords, rassemblés ce jour 6 novembre 2024, de manifester notre joie et notre bonheur pour témoigner une fois de plus notre soutien indéfectible et inconditionnel à ces autorités en général et au président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta en particulier. Ces élévations au haut
grade de notre armée nationale constitue un témoignage éloquent que les actions entreprises par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta répondent fortement aux aspirations et aux attentes profondes du peuple malien. Ces forces vives composées de jeunes, femmes, autorités traditionnelles et coutumières, anciens combattants et autres sensibilités de la région ont prouvé l'unité nationale quand il s'agit des intérêts de la région. Occasion mise à profit par les initiateurs pour remettre au chef de l'exécutif régional leur message. Je voudrais vous rassurer de mon engagement à transmettre à qui de droit cette déclaration qui vient d'être faite au nom des forces vives de la région. L'ambiance à la place était festive et les autorités administratives régionales et militaires étaient sur place pour constater l'engouement suscité par cette reconnaissance du mérite. Le chef d'état-major des armées informe l'opinion que dans l'après-midi de mardi 5 novembre 2024, des terroristes ont attaqué des populations du village de Dourou dans le cercle de Bankas et ils ont été frappés par les vecteurs aériens des FAMA. Plus de détails avec Abdoulaye Sakou. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion que dans l'après-midi du mardi 5 novembre 2024, des terroristes sur plusieurs motos ont attaqué les paisibles populations du village de Dourou, commune de Ségué, cercle de Bankas. Après leur forfait, ils se sont rapidement repliés vers le nord-est où ils ont été repérés et pris en chasse par le vecteur aérien FAMA. Se sentant hors de danger, ils ont été frappés avec précision pendant leur réorganisation. Les rescapés ont été poursuivis et frappés à leur tour dans leur tentative de fuite. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations que la traque des terroristes continue. Vous le savez certainement, le Mali a désormais un nouveau code pénal, un nouveau code de procédure pénale, 2 textes, 2 instruments juridiques adoptés par le Conseil national de transition lors de sa séance plénière du 31 octobre dernier. Des nouvelles dispositions qui ont pour objectif de fournir un cadre juridique renouvelé, plus moderne et plus adapté aux réalités maliennes. Des textes adoptés à l'issue d'un processus participatif et inclusif, selon le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Mamadou Kassogué répondra ce soir aux questions de Yaya Konaté sur le sujet dans l'émission invitée de la semaine. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Les codes qui ont été adoptés l'ont été dans le cadre d'un processus participatif et inclusif, conformément à la vision du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui a insisté pour que nous ayons des codes consensuels. Ça, il a toujours insisté. Donc, les femmes, les jeunes, les défenseurs des droits de l'homme ont eu l'occasion de participer à tous les travaux et nous avons pu insérer leurs recommandations, leurs contributions. Donc, de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est un code vraiment qui leur donne satisfaction. Il faut dire que c'est un code qui réalise vraiment un équilibre entre la nécessité d'assurer la protection de l'ordre public et le respect des droits de la défense et des droits de l'homme. Nous voulons non seulement aller vers la célérité, la fiabilité des procédures, mais nous voulons aussi faire en sorte que cela ne se fasse pas dans la violation des droits. D'accord. Comment est-ce que ça va s'opérer, la mise en œuvre? Est-ce que tout change à partir d'aujourd'hui? Pour ce qui est de l'application, il faut d'abord prendre des dispositions pour corriger et insérer les amendements qui ont été formulés par le Conseil national de transition. Ce travail est en cours. Après, les textes vont être transmis au président de la transition, donc qui va aussi procéder à une vérification avant de promulguer. Maintenant, après la promulgation, donc les textes vont commencer à s'appliquer dans les délais qui ont été impartis. Et là, nous allons aussi prendre les textes subséquents. Donc, par exemple, il y a des décrets d'application qui sont nécessaires dans certains cas. Il y a des mesures additionnelles qui doivent être prises. Donc, on va essayer de prendre des dispositions pour que tout cela puisse se faire très rapidement.
Voilà l'invité de la semaine à suivre après Peu Mali. Un tour en Mauritanie en marge des travaux des groupes thématiques du forum de haut niveau Nouakchott +10. Ça s'est tenu pour cette deuxième journée, la foire exposition des produits et sous-produits de l'élevage au Sahel. Le point avec nos envoyés spéciaux Souleymane Kenza Sidibé et Djelima Kandiabate. Les changements climatiques, la gestion concertée des ressources naturelles et la place de l'élevage dans nos économies, tels sont les principaux points abordés au cours de cette deuxième journée. Des défis existent, cependant, les projets sous le pastoralisme au Sahel ont boosté la production de la viande, du lait, mieux ont contribué à améliorer la santé animale. L'élément innovateur là-dedans, ce sont les décisions que ces décideurs vont prendre par rapport aux perspectives des 10 années à venir par rapport à la production laitière. Il y a les aménagements pastoraux qui permettent aux éleveurs d'accéder à l'eau et ça, automatiquement nous avons accès aussi à l'alimentation. Et aussi ici on a les animaux vaccinés contre la fièvre afteuse, ça aussi ça contribue à augmenter la production animale. Donc du coup la viande sera là et aussi de la viande saine. L'élevage bien structuré, c'est une échelle d'économie dans nos pays. Cet élevage pastoral-là fait vivre plus de 20 millions de personnes dans les pays du Sahel. Et en termes de mobilisation des ressources, mobilise plus de 500 milliards par an. Bamako aujourd'hui consomme plus de 1000 bovins par jour. Ces 1000 bovins par jour, vous les multipliez par an, vous les multipliez par 400 000, ça va te donner au minimum autour de 140 millions de francs CFA. Sur les 6 pays, vous voyez combien ça peut mobiliser en termes de ressources financières. Les ministres de l'élevage et de l'agriculture ont visité peu après les stands d'exposition des produits et sous-produits de l'élevage au Sahel. Assurément, le stand Mali a marqué les esprits. Dans le domaine de l'alimentation du bétail, dans le domaine de la santé animale, et dans le domaine, bien sûr, de la transformation génétique. Mais le Mali, aujourd'hui, a un plus, c'est le drone Maliba, qui a plusieurs fonctionnalités et qui nous a émerveillés, aussi bien les ministres de l'élevage qui sont invités que moi-même, par rapport à toutes les fonctionnalités, et il peut être démultiplié dans la sous-région. Présidentielle américaine en 2024, je le disais dans les titres, Donald Trump a été réélu à la Maison-Blanche dans la nuit de mardi à mercredi. Réalisant le tiercé gagnant, il a raflé le vote des grands électeurs, rendu le Sénat aux républicains et se dirige à présent vers la majorité à la Chambre des représentants. Le portrait de Donald Trump avec Aïssata Ibrahim Maïga. Thank you very much. This is unbelievable. Triomphe républicain dans les swing states, Caroline du Nord, Géorgie, Pennsylvanie et Wisconsin, ces États indécis, souvent déterminants dans les élections présidentielles, ont basculé du côté républicain, permettant à Trump d'atteindre et de dépasser le seuil crucial des 270 grands électeurs. Cette nette victoire confère également un nouvel élan aux républicains qui ont réussi à prendre le contrôle du Sénat, accentuant le revers des démocrates et fragilisant leur base politique. Contrairement au sondage qui annonçait un scrutin très serré, Trump a remporté une majorité plus conséquente, démontrant l'efficacité de sa stratégie de campagne et son impact auprès de divers segments de l'électorat. Malgré des propos controversés de Trump à l'égard des populations latino-américaines, il a bénéficié d'un soutien croissant au sein de cette communauté. CNN rapporte que le vote latino pour Trump a augmenté de 18% par rapport aux élections précédentes. Un phénomène qui semble lié aux préoccupations économiques de cette communauté. Un des points d'achoppement pour le camp démocrate a été le manque de propositions concrètes sur la question palestinienne. Cette lacune aurait contribué à la désaffection des électeurs d'origine arabe qui espéraient un engagement plus fort de la part de Kamala sur ce sujet. Trump, bien que souvent critiqué pour sa politique étrangère, semble avoir mieux su rallier une partie de cet électorat sensible au conflit au Moyen-Orient. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de sa victoire, les indices boursiers mondiaux ont affiché une hausse significative. Wall Street a ouvert en forte progression, alimentée par l'anticipation de politiques favorables aux entreprises, notamment en matière de fiscalité et de dérégulation
dérégulation. La victoire de Donald Trump, marquée par un soutien accru dans les communautés clés et une prise de contrôle du Sénat par les républicains, semble augurer de nouveaux chapitres pour les États-Unis. C'est Ibrahim Maïga depuis New York. Rappelez-vous, en novembre 2023, le ministère de la Santé et du Développement social, au nom du président de la transition, mettait à la disposition de la population malienne 3 centres de dialyse à flambant neufs. Un an après, les dialysés des différents centres sont reconnaissants envers les autorités, cela à travers une remise d'attestation au ministre chargé de la Santé et ainsi qu'au président de la transition, Awa Adama Koulibaly et Omar Traoré. Les dialysés, de plus de 8 heures d'attente, ils n'en font aujourd'hui qu'1 heure et demie pour s'installer. Et ils bénéficient des 4 heures requises par séance qui étaient réduites à 2 heures de temps. Cela à cause de plusieurs obstacles, dont le manque d'intrants. Un gâteau, des attestations suivies d'acclamations nourries. Après une année de fonctionnement, les patients des centres de dialyse de Bamako se permettent un moment de réjouissance. Il y a eu des temps dans lesquels on était en train de pleurer des morts par manque de dialyse, par panne de machines, par manque de kits dans d'autres centres dans lesquels on était. Depuis l'inauguration de ces 3 nouveaux centres, on a constaté l'amélioration vraiment de notre état de santé. De novembre 2023 à novembre 2024, à lui seul, le centre de la commune 4 a enregistré un bilan assez élogieux. Durant cette année d'exercice, nous avons eu à faire plus de 3000 séances de dialyse. Si nous sommes au début, nous parvenons à faire ces chiffres, ça veut dire que pour le futur, nous devons nous armer de courage pour faire mieux encore et pour sauver beaucoup de vies. Les malades qui ont besoin de soins d'épuration rénale sans la dialyse, ils n'ont pas de qualité de vie ni de vie. L'ouverture des 3 centres de dialyse en commune 4, commune 5 et le dernier au sein de l'infirmerie du camp de base contribue à la déconcentration des lieux de traitement. Donc cette décentralisation est devenue une réalité. Les dialysés sont plus en charge dans de bonnes conditions. Ce qui m'a également tiqué, c'est l'état des locaux, très propre, bien aéré, bien éclairé, avec un équipement flambant neuf. Donc, si j'ai dit quelque chose aujourd'hui, c'est de remercier les 3 associations qui ont pensé au président par les gestes, les reconnaissances, en les attribuant ces 2 attestations. La propreté est le totem de la santé, raison pour laquelle 2 options s'offrent pour accéder à ce centre de dialyse. Enlever les chaussures ou porter des couvre-chaussures. Et c'est normal. Et c'est parti pour la 5e édition des Journées textiles du Mali, dénommée Malifino, ce jeudi 7 novembre au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Durant 4 jours, les acteurs de l'artisanat textile, entrepreneurs textiles, industriels, hommes de médias et autres passionnés des tissus maliens se réunissent pour exposer et échanger sur le thème « Utilisation des plantes dans le textile artisanal », une façon de faire un clin d'œil à la nature afin d'encourager l'utilisation des produits bio et aussi appeler les autorités à s'engager plus dans le consommé local. Les temps forts avec Nyanya Traoré. Du 7 au 10 novembre, venez découvrir au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ le textile malien comme vous ne l'avez jamais connu. Ceci grâce à la prouesse et la ténacité des organisateurs des Journées textiles du Mali, dénommées Malifino. Ces hommes et femmes, en lançant en 2018 cet événement d'une envergure sans précédent, avaient souci de valoriser le textile malien. Je parle du Malifini. On doit quand même être identifié Malifino. C'est quand même contribuer au développement du Mali, contribuer au rayonnement du Mali également. Abi Dogon, Mali fini, c'est beau. Yanga commentaire c'est fini. Ma fo mo koy anga fini do. Parce que c'est avantage ba yama. Anta dun kay ni chamatai. Ni anga ko ba fini di. Kizala ko ba fini. Dal fini anga walere doala. Faso kono ya oye faso yere kungorta kwe Mali kono. Vous l'aurez compris, le concept Malifini est un mouvement national qui vise à apporter une contribution des acteurs des médias et de la culture à la nécessaire promotion du textile malien dans une dynamique du consommé local. Vision partagée par de nombreuses personnalités. Et on n'est rien sans son identité. Pour bien travailler, s'exprimer, être un bon citoyen, il faut être dans une identité. Au-delà simplement de retrouver une identité, c'est aussi des produits.
c'est aussi une économie. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, quand l'artisanat va, tout va. Quand il s'agit de développement, il n'y a pas à chercher mille lieux. Le développement d'abord, c'est sur les avantages que vous avez chez vous. Et puisque le coton est produit chez nous, puisque nous produisons les colorants, puisque l'artisanat utilise le plus grand nombre de travailleurs dans notre pays, ce secteur-là vers lequel il faut s'orienter et ce secteur peut promouvoir le développement national. C'est la 5e édition des Journées textiles du Mali. Que de chemin parcouru pour les initiateurs dans le cadre de la valorisation de notre savoir-faire local, la réaffirmation de notre identité, bref, du rehaussement de notre culture, d'où le choix du thème 2024. Cette édition placée sous le thème « Utilisation et rôle des plantes dans les textiles artisanaux » revêt une importance toute particulière. Elle nous rappelle combien notre patrimoine naturel et nos savoir-faire traditionnels sont essentiels pour la préservation de notre identité culturelle et pour l'innovation dans le domaine du textile. La promotion de l'artisanat textile à travers le port des habits made in Mali est une vogue et cela est en passe de devenir une mode. Le mercredi de chaque semaine, en Conseil des ministres, vous avez pu le constater, tous les ministres sont en tenue traditionnelle. Depuis au moins 3 ans, c'est une vision du président de la transition, chef de l'État, de donner une nouvelle orientation aux habitudes vestimentaires. Et cela dans le but, justement, d'encourager nos artisans. Le village artisanal s'est surpassé cette année. Une centaine de stands contenant des produits locaux y sont érigés. Les tissus qui sont là sont du tissage 100% coton. Et ce n'est pas tout. Pour joindre l'utile à l'agréable, les organisateurs ont pensé à y ajouter Mali Doumini, autrement dit les plats de notre terroir. Venez, il y a du bon chakri ici. C'est quoi le chakri? Le chakri ici, c'est du déguin. Et mianga toli. Mianga utabe, dorono utabe. Différencier à tobi chokodi. On essaie de faire la promotion du niébé et le haricot. La cérémonie d'ouverture a été le lieu de nous plonger dans le savoir-faire artistique de notre pays. Les Korodouga et le groupe musical La Fraternité Dogon ont montré tout leur talent. Signalons que le directeur national de l'artisanat, Dagagnas, a été désigné champion Malifini 2024. N'hésitez pas alors à aller faire un tour au Palais de la Culture pour apprécier le savoir-faire malien. Et cette journée d'échange du comité syndical de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, au menu le dialogue social et la négociation collective. Batraoré. La série de formations syndicales se poursuit à l'ONEF, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Quelques mois après la session basée sur l'historique du syndicalisme, le COSONEF, comité syndical de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, mobilise ses membres autour du thème le dialogue social et la négociation collective. Aujourd'hui, c'est pour aller à l'école du dialogue social et de la convention collective, en vue d'apaiser le climat social au sein d'une structure et surtout au sein de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. La formation concerne le personnel et le comité syndical pour que nous puissions, à travers l'expert maison de l'INTEM, échanger sur les thématiques. Au COSONEF, on est convaincu qu'une bonne compréhension du concept de dialogue social peut contribuer à l'apaisement du climat social dans les entreprises et services affiliés à l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali. Le dialogue social et la négociation collective jouent un très grand rôle dans le bon fonctionnement d'une organisation. Notre Union nationale des travailleurs du Mali, au sortir de son 14e congrès ordinaire, a fait de la formation un pilier essentiel de son mandat actuel. Nous avons dédié ces mandats à l'amélioration des compétences de nos syndicats afin de garantir une meilleure gouvernance et une gestion efficace de nos organisations syndicales.
Notre vision est claire: promouvoir des syndicats plus forts, mieux structurés et mieux préparés à faire face aux défis de la gouvernance et aux exigences du dialogue social dans notre pays. La journée d'échange est marquée par des échanges interactifs sur les deux thèmes clés, à savoir le dialogue social et la négociation collective. Également dans ce 20h, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence a intercepté hier mercredi un important stock de médicaments non conformes au sein de l'entreprise pharmaceutique Touchou Pharma, située à Nyarila, en commune 2 du district de Bamako. Aguibo Koulibaly et Yacouba Kone sont allés voir. La saisie a été effectuée à 2 niveaux, au siège de Touchou Pharma à Nyarila et dans un de leurs entrepôts de stockage à Sotuba, où d'importantes quantités de produits pharmaceutiques étaient entreposés dans des cartons et des rayonnages. Constatant les irrégularités, le sous-directeur du commerce intérieur a pris des mesures immédiates, ordonnant à un agent d'afficher sur la porte du magasin une mention indiquant fermé pour non-respect de la réglementation en matière de commerce et de protection du consommateur. Dans le cas de la protection du consommateur et sur la base des renseignements, les enquêteurs de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence ont pu mettre la main sur cet important lot de produits pharmaceutiques destinés à usage humain, dont les dates ont expiré. Par rapport à de tels cas, nous demandons aux populations d'être beaucoup vigilantes par rapport aux produits qu'elles consomment. Cette action de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence s'inscrit dans une volonté de renforcer les contrôles pour protéger la santé des consommateurs et garantir le respect des normes en vigueur dans le secteur pharmaceutique. Et oui, la vigilance est mère de sûreté. Suite des rencontres colorées du Mali, elles se poursuivent de plus belle à Bamako. Après une première journée remplie de cours thématiques, les participantes font de nouvelles rencontres, cette fois-ci avec des aînés du monde des médias. Un après-midi riche en conseils, nous disent Awa Adaman Koulibaly et Karunga Konate. Quand deux générations de femmes de médias se retrouvent, les préoccupations pleuvent. C'est au tour d'un déjeuner que Sorona Diallo de la radio Clédou, Rokia Traoré de l'ORTM, Dado Kamara du journal L'Annonceur et Doussou Djiré, journaliste communicante, se sont prêtés aux différentes questions de leurs cadettes. Des jeunes débutantes qui ambitionnent faire carrière avec la plume, le micro et l'écran. Je retiens la force, je retiens l'abnégation, je retiens l'organisation, je retiens le courage avec ces dames. Elles nous ont permis de nous inspirer, elles nous ont permis de pouvoir nous préparer à la future vie de femmes de médias. Ce que j'ai tiré de ces échanges, c'est que la vie de journaliste n'est pas du tout facile, surtout quand on est femme. Il faut que nous ayons un partenaire qui nous comprenne en fait, qui est la communication entre nous, comme nos parents aussi, nos enfants aussi. Ce partage d'expérience a nourri encore plus la passion des participantes et les invités en étaient honorés. Le seul conseil que je peux donner, c'est d'être courageuse d'abord. Et dans la vie, tout ce qu'on fait, il faut le faire bien, sinon très bien. Voilà. La femme en moi, toujours à la recherche de femmes modèles, exemplaires pour la nouvelle génération, n'a pas laissé ses convives repartir les mains vides. Les étoiles, c'est pour leur dire qu'elles sont des inspirations pour nous. C'est pour leur dire qu'elles sont des étoiles dans nous, nos vies. Elles sont nos coachs, elles sont en train de nous apprendre à mieux gérer tout ce que nous traversons au quotidien dans nos rédactions. Après le partage d'expériences, les aînés ont esquissé quelques pas de danse pour exprimer leur satisfaction, mais aussi partager leur expérience en danse. Oui, une très belle initiative de Femmes en Moi. L'État améliore les conditions de travail de ses représentants auprès des communes. Il met à la disposition des sous-préfets de la région de Sikasso du matériel informatique et des mobiliers de bureau. Compte rendu, Moustapha Doumbia et Taïrou Konaté. Ils sont au total 20 sous-préfets de la région de Sikasso à bénéficier des mobiliers de bureau et du matériel informatique mis à leur disposition par l'État.
des ordinateurs, des imprimantes, des onduleurs, des fauteuils, des armoires et des réfrigérateurs pour permettre à ces représentants de l'État de jouer leur rôle dans des conditions idoines. En mettant à notre disposition ces mobiliers et matériels informatiques, les plus hautes autorités viennent encore une fois faire preuve de leur intérêt à l'amélioration des conditions de vie et de travail des sous-préfets en particulier, des services déconcentrés en général. En remettant les mobiliers de bureaux et les matériels informatiques, la chef de l'exécutif régional a rappelé le rôle important des sous-préfets dans la gestion des affaires locales. Elle a aussi invité les bénéficiaires à l'utilisation judicieuse de l'appui. En vous remettant aujourd'hui ces matériels et mobiliers de bureau, ce n'est pas simplement un geste symbolique. Nous posons les bases d'une administration plus performante, capable de répondre aux défis. Ces équipements viennent pallier des besoins souvent exprimés et qui, je le sais, entravent parfois la bonne exécution des missions. Nous devons garder à l'esprit que l'efficacité de notre administration repose non seulement sur la compétence de nos agents, mais aussi sur les moyens mis à leur disposition. La cérémonie de remise a enregistré la présence des préfets, des chefs de services régionaux de légitimité traditionnelle, des représentants des ONG et des organisations de la société civile. Déclaration de la Fédération des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali. Elle félicite les autorités et les acteurs de l'école malienne pour la rentrée scolaire 2024-2025. Pour plus de précisions, écoutons le secrétaire général de la Fédération des associations des parents d'élèves et étudiants, Yacouba Dambélé. Il est au micro de Souleymane Sidibi. L'ouverture de cette année scolaire aura été sans nul doute pleine d'incertitudes, aura suscité de nombreuses inquiétudes et exigé de tous d'énormes réflexions. Nous voudrons à cet égard saluer les immenses efforts, tant financiers, matériels et de solidarité des plus hautes autorités. Nous saisissons cette occasion pour lancer un appel aux différents syndicats d'enseignants que nous tenons à remercier et à féliciter pour leur patience, leur sens aigu du devoir. Nous leur demandons de contribuer à l'apaisement et à la réussite de l'année scolaire qui s'annonce. Quant aux deux ministères en charge de l'éducation, nous les exhortons à trouver avec diligence les voies et moyens pour satisfaire les revendications, surtout celles faisant l'objet d'accords des enseignants et des professeurs. AIS Actualité, bulletin d'intervention des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 3 au 6 novembre 2024. Commentaire à Jocelyne Amoussou. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, les unités placées sous le commandement de l'état-major tactique de l'opération NIA poursuivent inlassablement leur mission quotidienne en vue d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens. En début de cette semaine, grâce à la vigilance accrue de nos forces, un guetteur a été neutralisé dans une zone boisée à proximité d'une caserne militaire. Il était chargé d'étudier notre dispositif pour une probable attaque. Un vélo et plusieurs autres effets de fortune ont été saisis lors de cette intervention. Par ailleurs, un détachement militaire en reconnaissance offensive dans la zone de Dirbongo a éliminé un éminent collaborateur de l'État islamique dans le Grand Sahara alors qu'il tentait de s'exfiltrer discrètement à l'approche d'une patrouille. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, dans l'après-midi du lundi 4 novembre 2024, la patrouille mixte frontalière a capturé près de Djoudjou un agent de renseignement des bandits armés. En effet, ce malfrat, dont le lien avec les groupes armés terroristes ne souffre d'aucune ambiguïté, a été pris en flagrant délit de guet.
Il a été également cité par la population locale pour son implication dans des incursions criminelles. Lors de cette intervention, nos hommes ont saisi sur l'intéressé une motocyclette, une arme blanche, des comprimés nocifs ainsi que plusieurs autres matériels. Une autre patrouille en contrôle de zone a intercepté près de la localité de Carré un convoi de fraudeurs. Ainsi, 19 motocyclettes transportant du matériel divers ont été saisies et mis à la disposition des services compétents pour les besoins d'enquête. Dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la FMM, les opérations conduites au cours des dernières 72 heures ont été couronnées de succès. En début de semaine, lors d'une patrouille de sécurisation, les éléments du poste militaire de reconnaissance de Bilabrim ont capturé 2 ravitailleurs Boko Haram aux alentours de Maliari. Une importante quantité de vivres ainsi qu'une somme d'argent ont été saisis sur ces brigands. Au Burkina Faso, le président de l'Assemblée législative de transition parrain du CIAO 2024 a reçu en audience les lauréats des prix décernés par l'institution lors de cette biennale de l'artisanat. Les lauréats sont reconnaissants et expriment leur volonté de mieux faire aux prochaines éditions du CIAO. Le point de l'audience avec Gérard Sommet et Sonia Coty. Le président de l'Assemblée législative de transition, parrain du CIAO 2024, reçoit les lauréats des prix décernés par l'Assemblée, 3 prix spéciaux aux meilleurs stands régionaux et le prix Thomas Sankara de la créativité, 3 millions de francs CFA. C'est un appel pour l'ensemble des artisans des différentes régions et surtout nous qui avons en tout cas eu la chance d'être primés et de redoubler encore d'efforts. L'Assemblée législative de transition se dit satisfaite du déroulé du CIAO avec une fierté particulière des artisans lauréats de ces prix. L'ALT veut toujours contribuer à développer l'artisanat au Burkina. Mais surtout encore créer de l'émulation pour faire en sorte que notre artisan crée de la valeur, mais de la valeur qui répond aux attentes des populations de notre pays, avec l'industrialisation. Le premier des 3 prix spéciaux de l'ALT au CIAO 2024 a été remporté par la région des Hauts-Bassins, 1 500 000 francs CFA. Le deuxième par la région des Cascades, 1 million de francs CFA. Et le troisième par la région du Nord, 750 000 francs CFA. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute la réalisation. Ayant une pensée pour les sinistrés des inondations, nos grands-pères disaient que certaines médailles s'accrochent dans l'âme et pas sur la veste. Bien à vous et à très vite sur ORTM 1.